Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, on sort un peu de nos épisodes habituels. Puisqu'on fait pas un item, on va faire une petite revue du système HLA. Je pense que c'est peut-être un des systèmes les plus importants à connaître en immuno. C'est bien de connaître son existence, connaître un petit peu comment il fonctionne. Donc on va revoir tout ça un peu aujourd'hui. On reprend l'histoire. Pour rappel, on était dans un flashback, une sorte de flashback où Julie se remémorait le jour où elle a reçu son collier, pardon. Donc on reprend ça tout de suite et c'est parti. La place centrale de Aikige était pleine de monde. L'accès y était très complexe. En temps normal, 3 grandes routes permettaient d'y aller. Cette fois-ci, 2 étaient toujours accessibles et la troisième était bloquée pour installer une zone dédiée à la sécurité. La première voie était la plus grande, celle que la quasi-totalité des personnes empruntaient. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les 3 forces propres de Aikige s'occupaient de contrôler chaque personne: la police, la sécurité intérieure et la milice. Au niveau de la seconde voie d'accès, un pass devait être présenté pour pouvoir entrer. Ici, c'étaient les forces de sécurité extérieures à Aikige qui étaient réquisitionnées. Milo, qui avait travaillé une partie de sa vie dans la sécurité, était particulièrement impressionné par les dispositifs mis en place. Chaque année, le dispositif changeait, mais cette fois-ci, il était vraiment poussé. Une liste de matériel avait été requise pour accéder à la place: une bouteille d'eau, un médicament spécial en cas de claustrophobie, une preuve de résidence dans le royaume. Si une personne arrivait au contrôle et possédait un élément non accepté ou qu'il manquait un matériel obligatoire, la personne se voyait refuser l'accès, quel que soit son âge, sans distinction. La règle semblait rude dans certains cas, mais elle permettait quand même de garder une sécurité maximale et d'éviter les négociations. La deuxième voie était d'autant plus dure, car si quelqu'un se présentait sans son passe, il était rejeté et noté sur une liste noire pour être sûr qu'il ne puisse plus passer nulle part. Milo était bouche bée devant l'accès refusé d'un homme très bien habillé, ayant une grande éloquence, mais à qui il manquait la preuve de résidence. La famille était moqueuse de l'admiration qu'il portait dans une sécurité d'événements. Finalement, ils ont pu entrer sur la place. Il n'y avait pas de place assise, tout le monde était serré, ce qui était particulièrement inconfortable pour les jeunes enfants comme Matteo, qui ne voyaient rien de base, mais se prenaient des coups de genoux d'adultes qui ne faisaient pas attention. Son père le prit sur ses épaules afin qu'il ait la meilleure vue possible. Les personnes derrière commençaient à se plaindre car elles ne voyaient plus la grande scène où l'avatar allait apparaître d'ici quelques minutes. Milo fléchit ses jambes pour que la tête de Matteo soit à la hauteur des autres, quitte à ce que lui ne puisse plus voir. Jeanne lui proposa alors qu'ils prennent l'enfant à deux pour qu'il puisse se redresser et que Matteo ne gêne personne. Cela faisait près de 30 minutes qu'ils étaient arrivés sur la place lorsque l'avatar apparut. Chaque année, il venait faire son discours pour la fête nationale. Il remercia l'ensemble du peuple pour son travail et de permettre au royaume de prospérer. Pour remercier tout le monde, il proposa un immense buffet juste devant la scène et il resta présent pour discuter avec les familles qu'il souhaitait. Dans ce cadre, le père de Julie avait pu y accéder pour lui demander pourquoi une telle sécurité avait été mise en place cette année-là. L'avatar avait répondu qu'il ne pouvait pas tout expliquer encore, malheureusement. Milo lui proposa alors ses services, de son expérience en sécurité, pour l'organisation d'événements tels que celui-ci. L'avatar le remercia et lui demanda son nom. Il répondit: Milo. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Donc vous avez vu une histoire assez descriptive quand même, où le but c'est quand même de voir un peu ce qui se passe de manière générale, pas beaucoup d'action. On essaye de comprendre un peu ce qui se passe, voilà, comme je viens de le dire. Donc on passe à la traduction médicale. Déjà, je vais pas expliquer chaque parallèle, je pense que vous pouvez aussi les retrouver. L'idée c'est de faire un peu de réflexion aussi. Il y a des choses plus ou moins faciles à retrouver. Déjà, vous aurez compris que le système HLA c'est représenté par les différentes voies de sécurité. Et ensuite, peut-être je ferai des petits rappels histoire de vous guider un peu si vous réécoutez l'épisode. Donc c'est déjà, juste pour mettre les bases, l'épisode il part du principe que vous connaissez déjà les bases de la génétique. Donc pour bien comprendre, pardon, je vous conseille d'être vraiment au clair sur les termes de chromosomes, de gènes, d'allèles, d'haplotypes. C'est des termes que je vais employer sans forcément définir, donc c'est mieux de les connaître si vous voulez tout comprendre. Donc, le système HLA, le titre de l'épisode. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? HLA, c'est Human Leukocyte Antigen System, donc pour le système HLA. Mais on peut aussi l'appeler CMH, ce qui veut dire complexe majeur d'histocompatibilité. C'est un peu le synonyme en français si on veut. De manière très très générale, c'est un système de reconnaissance des antigènes et il permet de réguler la réponse immunitaire. Donc là où on le retrouve ce système, c'est sur le bras court du chromosome 6.
Et on peut noter que c'est le système le plus polymorphique du corps humain. Donc ça, c'est pour poser les bases. Au niveau génétique, on va retrouver trois classes ou trois régions de HLA. La classe 1, la classe 2 et la classe 3. Donc si vous revenez sur l'épisode, les trois classes sont représentées par les trois voies d'accès pour la place centrale de Aikige. La 3, c'est la plus particulière parce qu'elle ne développe pas des molécules en tant que telles, mais on reviendra dessus après. On commence par la classe 1. Cette région, elle code trois molécules, HLA-A, HLA-B et HLA-C. Ces molécules, elles sont présentes sur presque toutes les cellules nucléées du corps humain et elles vont reconnaître plutôt les peptides de petite taille, de 8 à 10 acides aminés, qui sont plutôt d'origine endogène. Ensuite, on a la classe 2, qui elle va coder HLA-D, qui est lui-même décomposé en trois molécules, HLA-DP, DQ et DR. Ces molécules, elles sont surtout présentes sur les lymphocytes B et sur les cellules présentatrices d'antigènes. Elles vont reconnaître des peptides de plus grande taille, de 12 à 25 acides aminés. On rappelle, c'était 8 à 10 pour la classe 1, là c'est 12 à 25 pour la classe 2, qui sont plutôt d'origine exogène cette fois, extracellulaire. Donc classe 1, 3 molécules HLA-A, HLA-B, HLA-C. Classe 2, 3 molécules HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR. Ensuite, il y a la classe 3. Mais là, la région génomique, elle code pas pour des molécules HA comme les deux premières classes. Là, son rôle, c'est plutôt de gérer des facteurs de la réponse immunitaire, comme le système du complément, certaines cytokines, comme le TNF-alpha par exemple. Donc c'est pour ça que dans l'histoire, la troisième voie d'accès, elle est fermée, elle est dédiée à la sécurité, parce qu'elle permet, la troisième classe de HLA permet de coder des cytokines, des systèmes immunitaires. Bon, si on reprend, on a dit qu'on a 6 loci sur nos gènes. Donc je raccourcis un peu. Donc on a les 6 loci, HLA-A, B, C, DP, DQ, DR. L'ensemble de ces gènes, ça forme un haplotype. Donc on en hérite un de notre mère et un de notre père. Au total, chaque personne a donc 12 molécules HLA. Bon, en réalité, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a aussi des recombinaisons, mais on va pas entrer dans les détails. Nous, on se base sur 12 molécules HLA. Donc 6 de notre père, 6 de notre mère. Et donc c'est pour ça qu'au début je vous disais que c'est le système le plus polymorphique du corps humain. C'est parce que sur les 6 principaux loci, il y a déjà des milliers d'allèles différents. Donc ensuite x2 pour les deux haplotypes, enfin ça devient énorme. Je vais pas rentrer dans tous les détails structurels des molécules HLA. À ce stade-là, je pense que c'est bien de comprendre qu'il y a plusieurs classes de molécules, classe 1, classe 2 notamment, et qu'il y a beaucoup de polymorphisme. Maintenant, on va parler un peu plus de la fonction des molécules HLA. On va commencer par les molécules de classe 1, donc HLA A, B, C. On a dit qu'elles sont sur presque toutes les cellules nucléées et qu'elles reconnaissent les peptides endogènes de petite taille. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ces peptides endogènes sont souvent soit des protéines du soi, soit des protéines virales. Lorsque la molécule HLA elle est produite, elle va se lier au peptide et va se diriger vers la membrane de la cellule pour présenter ce peptide, qu'on peut appeler antigène, aux lymphocytes T, et notamment les lymphocytes T CD8. Là, ce qu'on retient de tout ça, c'est que les HLA de classe 1, ils interagissent avec les lymphocytes T CD8. Si jamais le lymphocyte reconnaît la molécule et le peptide, tout va bien. Si l'un des deux est étranger, que ce soit la molécule ou le peptide, le lymphocyte va détruire la cellule. On rappelle, CD8, c'est cytotoxique. Donc il détruit la cellule. Et donc je dis bien reconnaître le peptide et la molécule. Parce que en cas d'infection, ce sera le peptide qui sera étranger, c'est le cas le plus fréquent. Mais dans le cas d'une greffe, par exemple, c'est la molécule HA en elle-même qui va pas être reconnue par le lymphocyte et il détruira aussi la cellule. C'est ça qui fait un rejet de greffe. C'est parce que le système immunitaire reconnaît pas le système HLA des nouvelles cellules qu'on vient de greffer. Ensuite, on passe à la classe 2, HLA-DP, DQ, DR. Ces molécules, vont surtout se lier aux cellules présentatrices d'antigènes, donc les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, même les lymphocytes T activés. Eux, ils vont reconnaître les peptides exogènes de grande taille. Donc, pareil, ça va être endocyté puis dégradé pour pouvoir se lier aux molécules HLA de classe 2. Elles vont aussi se diriger vers la membrane de la cellule, sauf que cette fois-ci, c'est les lymphocytes T CD4 qui vont les reconnaître,
classe 1 CD8, classe 2 CD4. Ça va devenir des LT activés qui vont pouvoir ensuite interagir avec les lymphocytes B pour déclencher la réaction immunitaire en conséquence. Donc c'est un peu une cascade cette classe 2. Ça va prendre un peptide exogène, le présenter au lymphocyte CD4 qui est le lymphocyte helper, qui lui va venir activer les lymphocytes B qui vont ensuite développer la réponse immunitaire adaptative. Donc là on a vu le fonctionnement général de HLA classe 1 et classe 2. Donc là déjà on peut comprendre que s'il y a un problème sur certains de ces gènes, ça peut causer des mauvaises reconnaissances des molécules HLA et ça peut induire des maladies auto-immunes. Typiquement, on sait qu'il peut y avoir un lien entre le système HLA et le développement d'un diabète de type 1, d'une polyarthrite rhumatoïde ou même d'une maladie cœliaque par exemple. Je vous ai aussi parlé un peu de la greffe et qu'elle pouvait être attaquée. C'est pour ça que quand il y a une greffe qui est envisagée, il faut avoir un système HLA compatible et ça fait partie des points essentiels à prendre en compte dans le choix du donneur et de la possibilité de greffe, que le système HLA soit compatible. Comme pour le groupe sanguin, on va vérifier que pour une transfusion sanguine, on va vérifier que le groupe sanguin il est compatible. Pour une greffe, on vérifie que le système HLA est compatible. Donc voilà, avec ça, je pense qu'on a fait déjà un bon pas pour comprendre, pour se rappeler un peu comment fonctionne le système HLA de manière simple. Donc c'est vraiment un système essentiel de la défense immunitaire et savoir que ces dérivations et mutations peuvent engendrer de nombreuses maladies, c'est important. Donc vraiment là, ce qu'on retient, c'est classe 1 en 3 HLA-A, B, C, HLA-A, A, B, C, pardon, et les classes 1 se lient aux LTCD8 qui vont potentiellement détruire la cellule, et classe 1 c'est ubiquitaire, c'est sur la majorité des cellules nucléaires. Classe 2 c'est HLA-DP, DQ, DR, qui eux vont être liés aux cellules présentatrices d'antigènes pour activer les lymphocytes T CD4, qui vont ensuite activer les lymphocytes B, déclencher la réaction immunitaire adaptative. Ça, c'est les fonctionnements généraux des HLA classe 1 et classe 2, et puis le classe 3 qui est un peu plus particulier puisqu'il sécrète système du complément, cytokine, etc. J'espère avoir été clair, que vous avez compris le système HLA. Je sais pas trop si j'ai réussi à être clair, parce que moi ça allait dans ma tête, mais est-ce que j'ai réussi à bien le retransmettre? Je l'espère. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté, je vous souhaite de bonnes révisions.